Bon, bien, bonjour à tous. Donc, comme Jean a présenté, donc je suis étudiante au doctorat. Puis ma présentation s'inscrit dans la continuité, merci, dans la continuité de la présentation précédente, puisque je vais vous présenter les résultats préliminaires d'une analyse empirique que j'ai réalisée avec la base de données de l'ELIA. Voilà, donc c'est mon projet de thèse, donc essentiellement l'article sur lequel je travaille et qui fera l'objet de mon premier chapitre de thèse, donc qui porte sur les différences de salaire qui existent entre les femmes qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas. Donc, le terme qui est utilisé dans la littérature anglophone relatif à ce phénomène, donc des différences de salaire donc, entre les mères et les femmes sans enfants, c'est le family gap qu'on a traduit par pénalité de bébé. Donc le titre, c'est l'évolution de la pénalité de bébé au Canada, sa distribution géographique et son lien avec les politiques familiales. Donc, comme je voulais déjà un petit peu mentionné, eh bien, le family gap, donc ça mesure les différences de salaire qui sont observées entre les parents et les individus qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas expliquées par des différences de capital humain. Et généralement, la littérature économique fait état que les mères ont des revenus plus faibles que les femmes sans enfants, alors que paradoxalement, les pères ont des revenus plus élevés que les hommes sans enfants. Donc nous, on s'est essentiellement concentré sur les femmes, donc les différences de salaire entre les mères et les femmes sans enfants. Donc le lien avec les inégalités salariales de genre, c'est que tout d'abord, plusieurs études ont montré qu'on a observé donc une diminution des écarts de salaire entre les hommes et les femmes à travers le temps, et que cette diminution a principalement été induite grâce à d'importantes transformations démographiques et sociales observées ces dernières décennies, comme à l'augmentation du taux de participation des femmes sur le marché du travail, au progrès des femmes en matière d'éducation et de scolarisation, mais également au déclin du taux de fécondité, mais aussi des efforts de la part des gouvernements, donc de valoriser le travail des femmes, mais aussi de permettre une meilleure conciliation entre la famille et le travail, donc notamment à travers les lois sur l'équité salariale, les congés maternité avec protection de l'emploi, mais aussi une meilleure accessibilité aux services de garderie, par exemple. Mais depuis les années 90, en fait, on a observé que cette convergence est plus modérée, voire stagnante, et l'une des hypothèses qui est soulevée dans la littérature pour expliquer en fait ces écarts de salaire persistants entre les hommes et les femmes, c'est la parentalité. Donc, pour mettre un peu en perspective ce lien qui semble exister entre la parentalité et les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, donc j'ai trouvé intéressant de vous présenter ce graphique. Donc, les données proviennent de l'ELIA. Et essentiellement, j'ai tracé les trajectoires de revenus d'emploi annuels des hommes et des femmes séparément, mais aussi séparément en fonction du niveau, en fonction de la parentalité, donc du fait des parents et des individus sans enfants. Et essentiellement, ce qu'il en ressort, c'est que les différences de salaire entre les hommes et les femmes qui existent, entre ceux qui sont parents, sont beaucoup plus marquées que les différences de salaire qui existent entre les hommes et les femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc essentiellement, il semble que la parentalité joue un rôle important dans ces différences de salaire entre les sexes. Donc une des raisons qui pourrait expliquer ce schéma-là, ce serait qu'il y a une spécialisation entre les conjoints, c'est-à-dire que les hommes avec des enfants se spécialisent dans le travail rémunéré et donc les activités professionnelles, et les femmes avec enfants se spécialisent dans les activités, les responsabilités familiales et donc le travail non rémunéré. Donc les hypothèses qui sont mentionnées dans la littérature économique et qui pourraient expliquer les raisons pour lesquelles les mères ont des revenus plus faibles que les femmes sans enfants sont les suivants. Donc tout d'abord, la dépréciation du capital humain. Donc une des conséquences directes de la maternité, c'est le retrait des femmes du marché du travail. Et donc potentiellement, ces interruptions de carrière-là peuvent engendrer une détérioration des compétences acquises et des compétences spécifiques liées à un emploi. Mais également, les mères vont potentiellement se diriger vers des emplois qui tiennent compte des besoins familiaux, qui sont plus flexibles, mais dont on sait aussi qu'ils sont moins bien rémunérés. Aussi, les mères sont moins productives sur le marché du travail à cause des responsabilités familiales. Donc, étant donné que les femmes supportent encore un coût disproportionné par rapport aux hommes liés donc aux soins et à la garde des enfants, en fait, elles doivent combiner entre les responsabilités familiales et professionnelles et vont par exemple être moins enclines à faire des heures supplémentaires ou à rester plus tard, par exemple, au bureau pour finir les heures. Donc les employeurs, eux, ils sont conscients de ça. Donc ils vont être moins enclins à embaucher des femmes avec enfants, par exemple, ou alors moins à leur proposer de promotion, en tout cas des postes avec plus de responsabilités et mieux rémunérés. Et enfin, dernière hypothèse, donc l'hétérogénéité inobservée. Donc ça serait juste en fait que la maternité, ça ferait que refléter les préférences de certaines femmes pour la vie de famille, par exemple, ou alors pour une carrière professionnelle
ou alors pour des motivations professionnelles. Donc en fait, des facteurs en tout cas qui seraient liés à la fois avec la décision d'avoir des enfants et le niveau de salaire. Donc la plupart des études qui ont étudié la question des différences de salaire entre les femmes sans enfants et les mères ont trouvé des écarts significatifs. Donc notamment, par exemple, aux États-Unis, donc dans une étude publiée en 2014, Paul et Val Fogel ont trouvé que les mères avec 2 enfants et plus, en fait, gagnaient un revenu moyen inférieur à 7,5% que celui des femmes sans enfants. Donc elles ne trouvaient pas d'écart statistiquement significatif, par exemple, pour celles qui avaient juste un enfant. Et puis, ils ont estimé également ces pénalités à différents points dans le temps, entre 1977 et 2007. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que ces écarts avaient diminué entre ces 2 périodes. Donc, en France, la même année, donc Duvivier et ses co-auteurs ont trouvé que, effectivement, aussi, que les mères avec 2 enfants et celles avec 3 enfants et plus gagnaient 4,4% et 10% de moins que les femmes sans enfants, donc des pénalités qui augmentent avec le nombre d'enfants, mais par contre uniquement dans le secteur privé. Elles ne trouvaient pas d'écart statistiquement significatif dans le secteur public. Puis aussi ici, une étude internationale donc, qui a utilisé une base de données harmonisée, ils ont trouvé que les pénalités de bébés étaient présentes dans la plupart des pays concernés par leur étude, environ une vingtaine de pays. Donc, par exemple, ils trouvaient des pénalités très importantes dans les pays d'Europe, tels qu'en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, des pénalités d'environ 30%. Alors qu'au contraire, ils ne trouvaient pas d'écart statistiquement significatif dans les pays nordiques comme en Suède et en Finlande. Donc, au Canada, par contre, plus rares sont les études qui se sont penchées sur cette question. Et la dernière, à notre connaissance, qui a été recensée, date de 2010. Donc, c'est Zeng. Donc, lui, contrairement aux études que je vous ai présentées ici, il effectue une analyse longitudinale, c'est-à-dire qu'il a estimé la trajectoire de revenus d'emploi des mères relativement à la naissance de leurs enfants, qu'il a comparé aux revenus des femmes sans enfants. Donc, ce qu'il a trouvé tout d'abord, c'est que, effectivement, l'année de la naissance de leur enfant, les femmes subissaient des pertes de revenus de l'ordre de 40%. Donc, une conséquence directe du retrait du marché du travail au moment de la maternité, puis des pénalités qui diminuaient graduellement, qui étaient totalement résorbées après 7 ans. Donc, en ce qui concerne les politiques familiales au Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines politiques familiales au Canada sont régulées au niveau provincial. Et le Québec se distingue du reste du Canada de par 2 importantes mesures, donc 2 principales mesures phares de sa politique familiale, qui est la création en 1997 d'un réseau de services publics de garderie donc à contribution réduite pour les familles, et la création en 2006, du régime québécois d'assurance parentale. Donc, le Québec s'est retiré du régime d'assurance fédéral en 2006. Donc, il a créé son propre régime d'assurance parentale qui est plus généreux que le régime fédéral dont bénéficient les autres provinces. Donc, par contre, aucune étude ne s'est spécifiquement penchée sur le cas du Québec et l'impact de ces politiques familiales sur les pénalités de bébés. Donc, les contributions de cet article, ça va être d'utiliser une base de données très riche en observations, l'ELIA, comme on a déjà discuté un petit peu auparavant, donc couplée aux fichiers fiscaux. Donc, on va pouvoir identifier de manière très précise les mères, le moment de leur naissance, puis on va pouvoir également les suivre sur une longue période, plus de 30 ans parfois. Et ok. Ensuite, oui, donc la dernière étude recensée date de 2010, donc on va pouvoir également fournir un indice plus récent en termes de différence de revenus d'emploi entre les mères et les femmes sans enfants au Québec et dans le reste du Canada, et évaluer également les politiques familiales en place. Donc les questions de recherche, ça va être essentiellement d'estimer les trajectoires de revenus des mères relativement à la naissance de leur premier enfant, donc sur une période de 25 ans. Donc 5 ans avant la première naissance, 20 ans après. Donc, s'il y a pénalité, après combien de temps est-ce qu'elles sont résorbées? Ensuite, est-ce qu'on va observer des différences entre le Québec et le reste du Canada qu'on va potentiellement pouvoir attribuer aux politiques familiales? Et enfin, est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité en ces pénalités? C'est-à-dire, est-ce que certains groupes de femmes sont plus sévèrement pénalisés, comme par exemple en fonction du statut matrimonial, du niveau d'éducation, du nombre d'enfants, etc. Donc, les sources de données, c'est les liens. On va utiliser le cycle 1 de l'enquête. Donc, présentement, je suis en train de travailler aussi avec le cycle 2. Donc, les avantages, c'est qu'on a des informations cruciales sur le niveau d'éducation et sur la scolarité des individus. Donc, on va pouvoir dresser, si vous voulez, un portrait très complet des femmes. Quel niveau d'éducation est-ce qu'ils ont obtenu,
Quelles sont leurs expériences professionnelles. Également, on a l'historique de l'historique familial. On peut identifier de manière très précise l'année de naissance de leur premier enfant. Donc, avec la composante administrative également, on a à disposition donc les revenus d'emploi individuels, les revenus familiaux, mais également les transferts gouvernementaux et privés. Donc, on peut remonter jusqu'à 1982. Donc, l'échantillon, je pense que ça va vous intéresser. Donc moi, je me suis concentrée par contre uniquement sur les femmes qui avaient entre 25 et 54 ans à chaque période, donc entre 1982 et 2013. Donc par exemple, pour le Québec, j'ai 1700 femmes environ et 370 mères et 370 femmes sans enfants. Pour le reste du Canada, environ 7000 mères et 1500 femmes sans enfants. Donc ça, c'est vraiment l'échantillon maximal que je peux obtenir. Voilà. Donc une description de... Par contre, est-ce que quelqu'un aurait l'heure pour... je sais... Ok, merci. Donc une description rapide de l'échantillon considéré. Donc j'ai séparé les analyses dans Québec, reste du Canada. Essentiellement, ce qu'il en ressort, c'est que si on compare les mères et les femmes sans enfants, on va voir que ce sont des femmes totalement différentes. Donc tout d'abord, les mères sont plus âgées que les femmes sans enfants. Elles ont également rapporté avoir moins d'expérience professionnelle effective que les femmes sans enfants. Et également, si on s'intéresse à la différence d'expérience effective et potentielle, qui en quelque sorte mesurait indiquerait une mesure en fait du temps passé en dehors du marché du travail, mais on voit que les femmes, les mères, sont sorties 2 fois plus longtemps du marché du travail que les femmes sans enfants. Donc également, les mères sont moins éduquées que les femmes sans enfants, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. Puis elles sont plus souvent mariées. Les femmes sans enfants sont plus souvent seules. Puis aussi, le nombre d'enfants est plus élevé dans le reste du Canada. Également, la proportion d'individus issus de l'immigration est plus élevée dans le reste du Canada qu'au Québec. Donc ici, j'ai tracé les trajectoires de revenus des parents. Donc, à titre d'illustratif, j'ai mis la trajectoire de revenus des pères. Donc ici, c'est la trajectoire de revenus des mères, donc que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada, l'année de la naissance du premier enfant, les mères en fait subissent des pertes de 40% de leur revenu d'emploi, donc ce qui peut être attribuable aux retraits temporaires, on va dire, du marché du travail. Des revenus, par contre, des pertes qui sont partiellement résorbées, mais en tout cas, les mères, en fait, même 20 ans après la naissance de leur premier enfant, elles ne retrouvent pas leur niveau de revenus qu'elles avaient les années pré-naissance. Par contre, on n'observe pas de variation dans la trajectoire de revenus des pères au moment de la naissance de leur premier enfant. Donc ici, un graphique qui représente les trajectoires de revenus des mères et des femmes sans enfants en fonction de l'âge. Parce qu'on voit, c'est qu'à tout âge, les mères ont des revenus inférieurs à celui des femmes sans enfants, puis que ces écarts, en fait, semblent être plus faibles au Québec que dans le reste du Canada. Et puis également, ce qu'on constate, c'est que ces pénalités augmentent avec le nombre d'enfants. Donc ici, ce sont les femmes qui ont 3 enfants et plus. Et ici, les femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc les écarts se creusent avec le nombre d'enfants et on a le même schéma, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. Pour ce qui est de la méthodologie, on a utilisé un modèle à effet fixe en 2 étapes. Donc le modèle à effet fixe va nous permettre en fait de contrôler pour toutes les variables observables et inobservables et qui sont constantes à travers le temps. Donc la première étape va nous permettre de purger les effets provinciaux et temporels sur les salaires. Donc essentiellement, on va régresser le logarithme des salaires sur le taux de chômage des femmes de 15 ans et plus et des dichotomiques d'années. Donc on va récupérer les résidus de cette régression-là qu'on va utiliser comme variable dépendante dans le deuxième modèle ici. Donc notre paramètre d'intérêt ici, ça va être le vecteur DITK. C'est un vecteur qui va être égal à 1 si une femme a eu un enfant K années, suivant l'année T. Et on a choisi K allant de 5 ans avant la première naissance à 20 ans après. Puis dans le vecteur X ici, on a les variables qui sont l'âge, l'expérience professionnelle et les termes quadratiques associés. Donc le modèle de base ici qui concerne en fait l'échantillon maximum, si vous voulez, donc toutes les femmes qui ont entre 25 et 54 ans à chaque période. Donc j'ai séparé donc ici Québec, reste du Canada. La première colonne ici, j'ai utilisé la variable dépendante, donc le logarithme des revenus d'emploi. Et la deuxième colonne ici, j'ai ajouté aux revenus d'emploi les prestations d'assurance parentale.
Donc, les coefficients associés sont ceux, en fait, au paramètre d'intérêt. Donc, à la variable qui est égale à 1, ici, par exemple, si une femme a eu un enfant 5 ans avant la première naissance, et donc, ils peuvent être exprimés en pourcentage. Donc, ici, ce qu'on observe, c'est qu'en ce qui concerne le Québec, les femmes, enfin, les mères ont des revenus inférieurs à 40% à celui des femmes sans enfants, l'année de la naissance de leur premier enfant. Donc, des pénalités qui diminuent graduellement et qui sont totalement résorbées après 4 ans. Donc, ce qu'on observe également ici, c'est qu'on a des pénalités qui redeviennent statistiquement significatives dans les années 8 à 12 ici, que je peux partiellement attribuer à l'effet d'autres maternités, parce que quand je neutralise l'effet des enfants, c'est-à-dire que je regarde uniquement les femmes qui ont juste un enfant, j'ai ces pénalités qui disparaissent ici. Mais encore, je reste prudente sur les résultats, parce que j'ai des écarts types ici qui restent encore élevés, donc ça pourrait être un peu problématique. Donc, mais en tout cas, c'est des résultats préliminaires pour le moment. Ensuite, donc toujours en ce qui concerne le Québec, donc si j'ajoute les prestations d'assurance parentale, ben, je vois qu'en fait, ces prestations absorbent en partie, enfin majoritairement, les pénalités qui sont observées les 3 années suivant la naissance. Ben, pour ce qui est du reste du Canada, la situation est quelque peu différente, même si l'année de la naissance du premier enfant, les mères du reste du Canada ont des revenus de 37% inférieurs à ceux des femmes sans enfants, donc un résultat qui n'est pas statistiquement significatif pas statistiquement différent de ce qu'on obtient pour le Québec. Mais ce qui est différent, c'est vraiment l'amplitude des pénalités des années subséquentes et surtout la durée des pénalités. Donc ici, on a des pénalités qui sont statistiquement significatives et négatives jusqu'à 11 ans après la première naissance. Et c'est le cas même si on neutralise l'effet des enfants. Donc, même si je regarde uniquement les femmes qui ont juste un enfant, on a des pénalités qui sont significatives jusqu'à 7 ans après la première naissance. Donc, pareil, pour ce qui est de l'ajout des prestations d'assurance parentale, bien, on a des revenus, enfin on voit que les prestations d'assurance parentale absorbent une partie également des pénalités, uniquement, par contre, l'année de la naissance du premier enfant. Donc, des pénalités qui redeviennent négatives et significatives les années subséquentes. Alors, exactement. Donc, mais ici, c'est pour ça que je disais que c'est des résultats préliminaires. Je ne les ai pas interprétés, mais en fait, ça veut surtout dire que j'ai encore la sélection dans mon modèle. C'est-à-dire que il faudrait que je travaille sur ça. Donc, soit la sélection, elle pourrait provenir de facteurs qui sont inobservés, mais qui varient dans le temps, ou alors elle pourrait provenir des observables. Oui, c'est possible. Ouais. Okay. Donc ici, j'en ai déjà parlé. Ok. Ensuite, en ce qui concerne en fonction du statut matrimonial. Donc ici, j'ai séparé les femmes qui étaient mariées ou qui vivaient en union de fait et les femmes qui étaient seules, divorcées ou séparées. Mais en tout cas, celles qui vivaient avec un partenaire et celles qui étaient seules. Et puis, je m'attendais à ce type de résultat, c'est-à-dire que la présence d'un partenaire, en tout cas, ceux qui sont mariés ou qui vivent en union de fait subissent des pénalités beaucoup plus importantes que celles qui sont seules. Et en fait, on pourrait attribuer à ça au fait que le fait d'avoir un partenaire, ça permet de moduler plus facilement son offre de travail. Donc, j'imagine que celles qui sont seules sont obligées de retourner assez rapidement sur le marché du travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Et puis, la situation est similaire au Québec ou dans le reste du Canada. Puis en fonction du niveau d'éducation, et effectivement, là aussi, je m'interrogeais est-ce que le coût d'avoir un enfant est différent en fonction du niveau d'éducation? Ben, en tout cas, pas en ce qui concerne le reste du Canada. Donc, je trouvais des écarts importants et significatifs, que ce soit pour les femmes qui ont un haut niveau d'éducation ou celles qui ont un niveau d'éducation plus faible. Par contre, en ce qui concerne le Québec, je trouvais des pénalités qui étaient plus fortes pour celles qui avaient un niveau d'éducation plus élevé. Contrairement à celles qui avaient un niveau d'éducation faible. Donc, je me dis que les femmes qui sont ici, donc, elles n'ont pas vraiment le choix non plus de retourner assez rapidement sur le marché du travail, parce que le fait de ne pas avoir de revenus un certain nombre de temps ne va pas avoir le même impact sur quelqu'un qui a un niveau de revenus élevé et faible.
Donc ici, également, j'ai séparé par cohorte de naissance. Donc jusqu'à présent, j'avais considéré toutes les cohortes. Or, elles n'ont pas toutes connu les mêmes conditions de vie et de travail. Et en fait, je vais obtenir vraiment un schéma vraiment différent pour le Québec et le reste du Canada. D'une part parce qu'au Québec, on dirait que les pénalités semblent augmenter avec les cohortes de naissance. Et ça, on pourrait potentiellement l'attribuer à l'effet des congés maternité et parentaux, qui sont devenus plus généreux et accessibles à un plus grand nombre de femmes. Tandis que dans le reste du Canada, on voit vraiment que les pénalités diminuent, et en termes d'amplitude et en termes de durée, avec les cohortes de naissance. Donc, en conclusion, ce qu'on a trouvé, c'est que la maternité avait un effet négatif sur les revenus des femmes, et qui ne se limitait pas seulement aux années entourant la naissance. Donc, on a trouvé des écarts significatifs jusqu'à 3 ans au Québec, 11 dans le reste du Canada. Que les femmes mariées, celles qui étaient plus éduquées, en tout cas pour le cas du Québec, subissaient des pénalités plus importantes, plus marquées. Et puis, nos résultats préliminaires, en fait, également montraient qu'on avait des différences entre le Québec et le reste du Canada. Donc, comme on l'a vu dans les statistiques descriptives, on a une proportion plus importante de personnes issues de l'immigration dans le reste du Canada. Donc ça peut influencer la perception du rôle des femmes avec enfants. Et donc, voilà. Et ensuite, donc ça sera l'objet de prochains travaux. Mais ce serait vraiment d'étudier l'effet causal des politiques sur les family gaps, parce que là, c'est vraiment une analyse descriptive que j'ai effectuée. Mais en tout cas, les différences que j'ai trouvées dans les deux régions sont indicatives dans ce sens. Voilà, je vous remercie.